Alors, pour vous réveiller à l'heure de la sieste, je vous propose un petit quiz. Et comme ça me permettra de me mettre au niveau de l'audience. Alors, je sais qu'il y a du niveau aujourd'hui, mais quand même, je vais vérifier à travers 5 questions ici, 5 questions plus tard, pour vous challenger un petit peu. Alors, première question, facile. De quand date le premier rapport du GIEC? Est-ce que c'est petit A, 1986, petit B, 1990, 92 ou... Oh là là, la zapette, il va trop vite. Ça, vous avez eu la réponse, dommage. Voilà, bravo. Vous avez tous bon. De toute façon, vous le saviez, donc c'est pas drôle. Voilà. Donc le premier rapport du GIEC, en effet, 1990, c'était 2 ans avant Rio, le sommet de la Terre, et c'est pas pour rien qu'il y a eu ce rapport 2 ans avant. Question suivante. Quel est le gaz à effet de serre d'origine naturelle le plus important dans l'atmosphère? Léger petit piège, petit A, la vapeur d'eau, B, le CO2, C, le méthane, D, le protoxyde d'azote. Alors, qui dit A? Levez la main. Qui dit B? Personne. Qui dit C? D'accord. Et qui dit le protoxyde d'azote? D'accord. Et la bonne réponse, c'est la vapeur d'eau. On en parle peu, mais la vapeur d'eau est le gaz à effet de serre vraiment prédominant dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre d'origine naturelle. Et en fait, on a très peu d'impact sur le niveau de concentration de la vapeur d'eau, nous les êtres humains. Donc, c'est pas un gaz à effet de serre d'origine anthropique. Les seuls effets qu'il peut y avoir sur la vapeur d'eau, c'est qu'en réchauffant la Terre, on aura plus de vapeur d'eau dans l'air. Mais ça, c'est un deuxième effet qui se coule. Mais les émissions de vapeur d'eau qu'on fait, nous, êtres humains, avec nos petits bras, sont totalement dérisoires par rapport au cycle de l'eau. Question numéro 3. Quelle était la concentration en CO2 dans l'atmosphère avant l'ère industrielle? Alors, est-ce que c'était 180 ppm? Oui. Il y a combien de temps? 1850, si tu veux. 1750, 1850. 280 ppm, 300 ppm ou 400 ppm. De toute façon, sur les valeurs-là, il n'y a qu'une valeur possible. Même entre 1850 et 1750. Alors, qui dit 180? Personne. Qui dit 280? Qui dit 300? Et qui dit 400? Ça dépend quand. Oui, ça a légèrement varié, mais enfin, grosso modo, depuis 2000 ans à peu près, on est à 280 parties par million. Depuis presque, en fait, 10 000 ans, on est aux alentours de 280 ppm. Et 400, c'est plutôt la valeur actuelle. Alors, question numéro 4. Depuis quand mesure-t-on la concentration en CO2 à Mauna Loa? 1828, 1896, 1929 ou 1958? Qui dit A? Qui dit B? C? C, voilà, quelques-uns. Et qui dit D? Bon, bah ça va, je vois qu'il y a du niveau aujourd'hui. Donc, en effet, 1958, le laboratoire est installé en 57 et les mesures commencent en 58. Les puits de carbone naturels récupèrent quelle proportion de nos émissions? 20%, la moitié, 90% ou 93%? Les puits de carbone naturels récupèrent quelle proportion de nos émissions? C'est un chiffre arrondi. Alors, qui dit 20%? 50%, 90% et 93%? Il y en a qui disent ça. Alors, j'ai mis des pièges parce que les chiffres correspondent toujours à un autre chiffre ailleurs dans le rapport. Mais la bonne réponse est 50% sur les puits de carbone. 93, on va en reparler plus tard, c'est un autre chiffre. Alors, on va démarrer. Ça, c'est la réponse à la première question. Les derniers rapports, les rapports du GIEC depuis le début, ça a commencé en 90. Il faisait à peu près 1 millier de pages. Ça augmente chaque année parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus un sujet. Il y a de plus en plus de littérature à auditer sur le sujet. Le dernier, il mesure de l'ordre de 5500 pages. Donc perso, je ne l'ai pas lu. Je ne pense pas que même au GIEC, il y ait des gens qui aient tout lu. Ils ont en général lu une grosse partie du groupe de travail dans lequel ils sont. Mais l'ensemble, c'est énorme. Par contre, il y a des niveaux de résumés intermédiaires avec des résumés techniques en 100 pages par groupe de travail.
Les 3 groupes de travail du GIEC sont ceux-là. Le premier, il est sur la compréhension des mécanismes scientifiques. Le deuxième, sur l'impact et la vulnérabilité. Donc, ce n'est pas seulement les conséquences, hein, c'est l'impact global et c'est des probabilités d'événements, les questions d'exposition à ces événements et de vulnérabilité. Et donc, également des questions d'adaptation au changement climatique. Et enfin, le troisième, c'est sur les solutions, la mitigation, ou en français, l'atténuation du changement climatique. Ensuite, il y a une synthèse qui n'est pas un groupe de travail, mais un document qui fait la synthèse de tout ça, qui est un peu plus qu'un résumé, c'est quelque chose qui va un tout petit peu plus loin. Alors, je vous ai fait un petit déroulé de ce qui se passe entre les activités humaines ici et les impacts du changement climatique. Parce qu'on se dit, voilà, on fait du CO2 et puis ça fait qu'à la fin, il y aura Katrina. Et entre les deux, il y a pas mal d'étapes, en fait. Les activités humaines, ça occasionne des émissions de gaz à effet de serre chaque année. Ces émissions de gaz à effet de serre, elles vont avoir un impact sur la concentration de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, vous allez voir qu'entre les deux, il se passe quelque chose. Cette concentration, elle implique un forçage radiatif. Et là aussi, il y a pas mal de choses qui sont en jeu à ce niveau-là. Le forçage radiatif lui-même va faire augmenter la température. Et la température elle-même va avoir un impact sur le cycle de l'eau. Et c'est majoritairement l'impact sur le cycle de l'eau qui va avoir des conséquences concrètes sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines. Alors, de quoi traitent les différents groupes de travail? Le groupe de travail numéro 1, lui, il vous décrit tout ce qui est là-haut, toute la chaîne de conséquences, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai 30 minutes là, donc moi je me suis concentré que sur le groupe de travail numéro 1 pour la session qu'on va faire là. Donc on va décrire tout ce qui se passe là-haut, et qui est la compréhension du mécanisme du climat. Le groupe numéro 2, lui, il travaille sur la partie droite du sujet, donc la température, le cycle de l'eau, les conséquences sur les sociétés humaines. Et le groupe de travail numéro 3, il est sur le début de la chaîne, qui est l'origine des émissions et qu'est-ce qu'on peut faire pour les réduire. Le GIEC a comme mission de faire une évaluation du travail scientifique, et donc ils ont lu énormément de littérature. Et pour ça, ils se sont dotés d'une grille d'évaluation de ce qu'ils lisent, à 2 dimensions. Une grille qui regarde la quantité de preuves qui sont collectées, ou la quantité de littérature sur un sujet, mais également, est-ce que cette littérature, elle est cohérente et elle va dans le bon sens. Donc ce agreement, ça veut dire que l'ensemble des sources qu'on a pu trouver sont plutôt cohérentes et vont vers la même conclusion. Et si on a à la fois une grande quantité d'informations et une cohérence entre elles, on a un niveau de confiance élevé. Donc soit on utilise cette échelle à 2 dimensions, comme ça, avec donc deux mots à chaque fois, soit on utilise une échelle simplifiée. Donc vous voyez qu'il y a un gradient de confiance là ici du blanc vers le bleu, et le gradient on le retrouve ici dans une échelle simplifiée qui va de low confidence à high confidence, plus simple, et d'un paragraphe à l'autre, c'est soit l'échelle double, soit l'échelle simple. Et dès qu'on est sur des choses qui sont quantifiables d'un point de vue statistique, là on utilise une autre échelle qui catégorise la probabilité statistique de ce qu'on avance, qui est donc très précise, avec tout un vocabulaire qui va de likely à extremely likely et virtually certain. Et pour illustrer une utilisation de ce vocabulaire, la confiance qu'on a dans la cause anthropique du réchauffement climatique, elle est passée de likely dans le 3e rapport du GIEC à very likely dans le 4e, et récemment dans le 5e, tout dernier, à extremely likely. Donc la probabilité, elle est passée de 2/3 à 9/10 et puis à 95% à l'arrivée, aujourd'hui. Voilà. Virtually certain, c'est 99% de chance, c'est vraiment histoire de ne pas dire 100% parce que voilà, philosophiquement ça n'existe pas, mais c'est virtually certain. Donc je ne pense pas qu'on passe au niveau d'au-dessus dans le 6e rapport, mais déjà on a atteint un niveau extrêmement élevé de confiance dans l'affectation aux causes anthropiques du réchauffement observé aujourd'hui. Alors on va commencer avec le groupe numéro 1 et on va se contenter de celui-là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on observe depuis 1980, depuis le début du XXe siècle? Je vais donc vous décrire tout ce qui se passe là-haut, la différente chaîne d'enchaînement là, qui est là, et on va commencer par les émissions de gaz à effet de serre en se concentrant sur les émissions de CO2 fossiles. Donc là, ce n'est pas tous les gaz à effet de serre, c'est uniquement le CO2 d'origine fossile, et c'est une répartition par pays, enfin par zone géographique. Et pour vous donner une idée de l'accélération qu'on a connue,
Les émissions qui ont été faites depuis 1974 sont équivalentes à tout ce qui a été fait depuis le début de l'histoire. Donc on a mis autant de CO2 depuis 1974 que depuis le début de l'ère industrielle. Vous remarquerez un élément particulier là, qui est une très forte accélération à partir de l'année 2000. Je vais vous l'illustrer sur plusieurs graphes. Chaque fois que vous voyez un graphe sur l'énergie fossile, l'énergie primaire, énergie finale, émissions de CO2, etc., vous allez voir ce petit triangle ici, qui est ici, en l'occurrence, il est dans la zone verte, l'Asie. Chercher le coupable. Et on va le retrouver également dans ce graphe-là, qui est les émissions de CO2 par gaz. Donc on a le CO2 ici, le CO2 d'origine de déforestation, puis les autres gaz à effet de serre. Donc ici, c'est le CO2 énergétique, déforestation, méthane, protoxyde d'azote et les autres. Et vous voyez que la grosse accélération, elle est sous forme de CO2 énergétique. Et maintenant, si je regarde par gaz, ça c'est sur c'est l'énergie du monde sur le TSP Data Portal, sur le portail du Shift. On voit que l'explosion, elle est sur le charbon précisément. Donc là, par énergie fossile, le coupable, il est à chercher en Asie et du côté du charbon. Donc ça commence à se préciser. Et voilà les émissions de CO2, enfin pardon, là l'énergie primaire en Chine, énergie par énergie, l'économie chinoise a explosé depuis l'an 2000 et c'est beaucoup basé sur le charbon. Donc voilà le coupable. Et donc vous allez avoir ce triangle dans plein de graphes. Quelquefois il se cache de façon un petit peu plus pernicieuse. Je vais vous l'illustrer à travers le graphe suivant. Alors ça c'est autre chose. Je fais une petite parenthèse sur l'équation de Kaya, l'identité de Kaya, qui est très utilisée. Alors je ne sais plus si elle était beaucoup utilisée dans les rapports précédents, mais dans le 5e rapport, elle est vraiment beaucoup exploitée, et notamment elle est déclinée secteur par secteur de façon assez intelligente. L'équation de Kaya, ça dit que les émissions de CO2 sont proportionnelles à la population, au PIB par tête, à l'intensité énergétique du PIB et à l'intensité carbone de l'énergie. Ces 4 termes, vous les multipliez, et puis la variation de CO2, elle est donc due à la variation de chacun des termes. Donc les couleurs qui sont là-haut correspondent aux couleurs qui sont en bas. Et vous voyez que les gains qu'on a pu faire ici, je ne sais pas s'il n'y a pas un beeper là-dessus. Bon. Les gains qu'on a pu faire sur le terme en jaune qui sont là, hein, on a réussi à faire plus de PIB avec moins d'énergie, ont été plus que compensés par ce qui est au-dessus, c'est-à-dire l'augmentation de population et la croissance économique. Voilà. Donc malheureusement, pour l'instant, le CO2 continue d'augmenter. Et il y a un terme sur lequel jusqu'ici, on avait fait des progrès, c'est l'intensité carbone de l'énergie. Ça, décennie par décennie, là c'est les 4 dernières décennies. Décennie après décennie, c'était un terme sur lequel on gagnait, pas autant qu'ici, mais on gagnait quand même un petit peu. Et depuis 10 ans, depuis 15 ans maintenant, on a perdu sur ce terme-là, c'est-à-dire qu'il est passé du côté positif, c'est-à-dire un contributeur du mauvais côté. Et ça aussi, c'est dû au charbon en Chine, qui nous a fait passer le mix énergétique de moins carboné à plus carboné aujourd'hui, à cause du charbon qui est l'énergie fossile la plus carbonée. Voilà. Donc maintenant que j'ai parlé des émissions annuelles de gaz à effet de serre, de CO2, on va regarder ce qui se passe du côté de la concentration. Et voilà la courbe de concentration depuis 2000 ans, avec on est autour de 280 ici, avant l'ère industrielle, et puis on est arrivé à 400 ppm. On a dépassé, en moyenne, en valeur lissée, on vient de dépasser les 400 ppm il y a un mois ou deux, c'est tout récent. Depuis quand est-ce qu'on mesure le CO2 ? Il y a un chercheur qui s'appelle Charles Keeling et qui a installé un laboratoire pour faire ces mesures au milieu du XXe siècle, en plein milieu de l'océan Pacifique, parce qu'il fallait être à la fois loin des puits de carbone et loin des sources de carbone. Il ne fallait pas qu'il y ait de grosses centrales thermiques à côté, etc. Donc il s'est mis en plein milieu de l'océan Pacifique, sur l'archipel d'Hawaï et sur l'île de Mauna Loa, dans laquelle il y avait déjà un laboratoire pour étudier le volcan d'à côté. Et il a fait des mesures à partir de 1958. Et voici la courbe qu'on obtient, la fameuse courbe de CO2 de Mauna Loa, qui continue d'être une référence aujourd'hui. On voit d'une part des oscillations chaque année, et d'autre part une tendance à la hausse. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on voit ces écarts-là. On a ici l'absorption de CO2 par la photosynthèse chaque année. Donc ça, c'est la vie sur Terre qui absorbe du CO2. C'est des quantités énormes.
c'est 100 milliards de tonnes de carbone chaque année. Et dans la même année, c'est rejeté dans l'atmosphère parce que les feuilles tombent, les arbres pourrissent, nous respirons, les animaux aussi, et on rejette dans la nature, dans l'atmosphère, le CO2 qui a été absorbé initialement. Tout ça, c'est un cycle, donc ça s'équilibre d'une année à l'autre. Et puis là-dessus, l'être humain, avec ses petits bras, vient brûler une toute petite quantité dérisoire de 10 milliards de tonnes de carbone. La nature, qui est bien sympa, en reprend la moitié, mais l'autre moitié va dans l'atmosphère pour y rester un siècle, 2 siècles. Certaines parties resteront, une certaine quantité restera très très longtemps. Et là, donc, c'est plutôt quelque chose qui est à sens unique. Et c'est la raison pour laquelle on a ces oscillations. Donc les oscillations qui sont dues à ces gros morceaux qui sont le grand poumon de la vie sur Terre avec la photosynthèse et tout ce qui rejette du CO2. Mais chaque année, ça monte, ça descend, mais ça descend un petit peu moins que c'est monté à cause de cette partie là-haut qui se retrouve dans l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est à sens unique et qui nous fait le trend de là vers le haut. Voilà. Alors, les sources, quand je vous disais que la nature absorbe la moitié, les puits de carbone sont ici. Vous avez là-haut les émissions de CO2, énergétique, déforestation. Et ça part soit dans la photosynthèse additionnelle, c'est-à-dire que les plantes vont en reprendre un peu plus que ce qu'elles prenaient d'habitude. Une partie se dissout dans l'océan, ça va acidifier l'océan notamment, et une partie se retrouve dans l'atmosphère. Donc la moitié va dans l'atmosphère, un quart dans la végétation, un quart dans l'océan. Donc ce n'est pas encore la fin de l'histoire. On va continuer sur la suite, mais avant je vous fais un petit quiz avec à nouveau quelques questions. Question numéro 6. Quelle a été l'augmentation de température entre 1900 et aujourd'hui ? 0,5, 0,8, 1 degré ou 2 degrés. Alors, qui dit A ? Qui 1, 0,5, il y en a quelques-uns. Qui dit B ? 0,8. Qui dit C ? 1 degré. Et qui dit 2 degrés ? 2 degrés. La bonne réponse est 0,8 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Donc 1900 ou un peu avant, ça ne change pas grand-chose parce que ça a légèrement oscillé, mais ça n'a pas beaucoup augmenté à l'époque. Deuxième question, enfin plutôt la 7e, quel est le forçage radiatif des gaz à effet de serre aujourd'hui ? Attention, là il y a un piège. Est-ce que c'est 0,8 watts par mètre carré, 1,6 watts par mètre carré, 2,3 ou 3 watts par mètre carré ? Alors, qui connaît le forçage radiatif à la date d'aujourd'hui en watts par mètre carré ? Alors, qui dit 0,8 ? Personne. Qui dit 1,6 ? Bon, lâchez-vous, il y en a quelques-uns qui disent 1,6. Ok ? Qui dit 2,3 ? D'accord. Et qui dit 3 ? D'accord. Pas mal. Bon, alors, il y en a qui ont pu dire 2,3 parce que c'est la valeur du forçage total, mais là, la question, c'était sur les gaz à effet de serre seuls. Les gaz à effet de serre seuls, c'est 3 watts par mètre carré, et la résultante, c'est 2,3, et justement, on va voir tout à l'heure pourquoi. Question numéro 8, quelle proportion du déséquilibre énergétique de la Terre l'atmosphère absorbe-t-elle ? Est-ce que l'atmosphère absorbe 1% du déséquilibre énergétique, 10%, 50% ou 100%? Qui dit 1% ? 1% ici. Qui dit 10% ? Qui dit 50% ? Et 100%? Alors, je repose la question. Et vous pouvez changer votre réponse entre-temps. La Terre est en déséquilibre énergétique à cause du 2,3 watts par mètre carré dont j'ai parlé juste avant, dont 3 de gaz à effet de serre et d'autres éléments. Ce déséquilibre énergétique, ça va faire monter la température. L'énergie qui est absorbée par la Terre, quelle proportion de cette énergie se retrouve dans l'atmosphère, sachant que le reste peut aller ailleurs que dans l'atmosphère? Est-ce que c'est 1%, 10%, 50% ou 100%? Alors, je repose la question, qui dit 1%? On a Raymond là-bas. Qui dit 10%, 50% ou 100%? Alors, la bonne réponse, c'est 1% seulement du déséquilibre qui est absorbé par l'atmosphère seule. Le reste, ça va dans l'océan, 93%, la fonte des glaces, donc la chaleur latente de fonte de la glace, 3%, et les continents, 3%, et 1% seulement dans l'atmosphère. Sinon, il ferait déjà une chaleur pas possible, en fait. Quelle est la proportion d'énergie que la Terre renvoie vers l'espace sous forme de lumière? 0%, 30%, 50% ou 100%. Donc c'est ce qu'on appelle l'albédo. Qui dit 0%,
qui dit 30%, 50% et 100%. Donc en fait, la bonne réponse, l'albédo de la Terre, c'est 30%. Il y a 30% de la lumière qui est immédiatement réfléchie vers l'espace et qui repart sous la forme de lumière visible. Immédiatement. Non. Renvoie vers la Terre sous forme de lumière. Infrarouge, c'est pas de la lumière. C'est plus de la lumière. Ah, c'est plus de la lumière, c'est des ondes électromagnétiques, mais c'est plus de la lumière. C'est en dessous de la lumière visible. Alors j'aurais dû préciser, lumière visible alors. C'est vrai. D'accord, lumière visible. J'aurais dû dire lumière visible. Ouais, ça marche. Alors, dernière question. Dernière question, attention, celle-là, ça m'intéresse vraiment. Cette question, ça m'intéresse vraiment de savoir quelle réponse vous avez en tête. Parce que j'ai récemment eu une révélation là-dessus qui m'a un peu perturbé. Si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, quelle portion du budget auquel on a droit a déjà été utilisée? Du budget de CO2, depuis le début de l'histoire. Depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin, on a droit à un budget de CO2. Est-ce qu'on a utilisé 1/3, la moitié, 2/3 ou la réponse D? Alors, qui dit 1/3? Qui dit la moitié? Qui dit les 2/3? Pas mal. Et qui dit la réponse D? Il y en a toujours pour la réponse D. Bon, la bonne question, c'est 2/3. Et en effet, il y a des graphes qui laissent penser que c'est la moitié, mais c'est des graphes qui datent un peu et on va tout à l'heure comprendre d'où ça peut venir. C'est la réponse D. Je regarde là, je suis à combien? Oui, c'est bon, je suis ok, il faut que j'avance un peu si on veut avoir 3 questions. Alors, on a parlé ici du forçage. On va parler du forçage radiatif après avoir parlé des ppm. Le forçage radiatif, il est dû à quoi? Donc, quels sont les drivers du changement climatique? L'effet de serre, je vous le rappelle vite fait, même si c'est un peu une injure de vous le refaire, c'est juste pour faire la promo de mes slides qui sont super belles. L'énergie reçoit du soleil, la Terre reçoit l'énergie du Soleil, et ça, c'est l'albédo qui est 30% réfléchi vers l'espace sous forme de lumière visible. Comme la Terre est un corps chaud, elle émet des rayonnements infrarouges vers l'espace qui repartent, voilà. Donc normalement ça s'équilibre. Et comme il y a des gaz à effet de serre, c'est des molécules qui ont au moins 3 atomes, ces molécules-là sont capables de garder, de maintenir dans l'atmosphère une certaine quantité de l'énergie. Donc elle la capte et puis elle la rayonne aussi bien vers le haut que vers le bas. Et à la fin, ça nous fait une planète qui, au lieu d'être à moins 18 degrés Celsius si on n'avait pas d'effet de serre, on a une planète à 15 degrés Celsius grâce à cette espèce de couverture qui est constituée par les gaz à effet de serre d'origine diverse. Et le problème en ce moment, c'est que par rapport à ce schéma-là, on a une certaine quantité d'énergie qui arrive, une certaine quantité qui repart. Il y a un delta qui vaut 2,3 watts par mètre carré. Ça ne semble pas beaucoup parce que des watts, ce n'est pas grand-chose. En même temps, un mètre carré, ce n'est pas énorme non plus. 2,3 watts par mètre carré, c'est l'équivalent sur la surface d'un terrain de foot de 15 convecteurs électriques de 1000 watts chacun, branchés en permanence 24 heures sur 24. Sur un terrain de foot, ça vous fait ça. Et c'est branché en permanence tout le temps, le jour et la nuit. Voilà. Donc c'est quand même pas rien d'avoir ce forçage relatif sur la Terre. Et si avec l'atmosphère qui prenait ça, on serait déjà tous morts. Une grande partie, en fait, va dans l'océan. Donc le forçage, c'est tout un ensemble de choses. Alors les gaz à effet de serre d'origine anthropique, bon, ça je vais passer rapidement. Le CO2, le méthane, protoxyde d'azote, quelques autres petits trucs qui nous font en tout 3 watts par mètre carré. Pourquoi 3 et pas 2,8? Parce qu'en fait, il y a d'autres effets qui sont, eux, refroidissants. Donc, c'est le schéma global. Les gaz à effet de serre, ils sont là-haut. Là, vous avez des effets refroidissants qui sont dus aux aérosols. Qu'est-ce que c'est que les aérosols? C'est la pollution dont on a parlé ce matin. En disant la pollution, c'est important d'en parler parce que quand on lutte contre la pollution, on lutte contre les gaz à effet de serre. Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui a un effet refroidissant. Ce n'est pas une bonne chose pour autant. Et ça a lieu en même temps. Par contre, les aérosols sont émis par les mêmes usines que celles qui font du CO2. Donc, des centrales thermiques au charbon, de l'industrie, etc. Donc ça va de pair avec les émissions de gaz à effet de serre, souvent, mais ce n'est pas non plus la même chose. Et de toute façon, il faut lutter contre les aérosols puisque c'est de la pollution locale qui n'est pas bonne pour la santé. Mais ça a un effet refroidissant sur le total. Donc là, je vous montre l'ensemble des effets qui ont un impact sur le forçage radiatif.
Les gaz à effet de serre, c'est une donnée du problème, avec 3 watts par mètre carré, l'ensemble, tout compris. On a l'albédo, il y a des choses qui jouent directement sur l'albédo. C'est que quand on déforeste, la surface est plus claire et ça réfléchit plus de lumière. Quand il y a de la suie qui se dépose sur la neige, c'est plus foncé, l'albédo est plus faible et donc ça réchauffe. L'effet direct des aérosols, c'est quand tout simplement c'est tellement pollué que les rayons du soleil n'arrivent même pas jusqu'au sol, donc ça refroidit. L'effet indirect, c'est sur les nuages. Les aérosols jouent sur la nucléation dans les nuages, donc soit ça refroidit parce que ça fait de l'albédo, parce que c'est plus clair, soit ça réchauffe parce que le nuage lui-même a son propre effet de serre. La résultante est que ça refroidit. Et donc si vous faites la somme de ce qui était positif là-bas et de ce qui est négatif ici, vous obtenez un forçage relatif total qui est de 2,3, je me suis trompé sur le chiffre, désolé, 2,3 watts par mètre carré. Oui, 5 minutes, ça marche. Et puis il y a le soleil également qui joue, mais pour un ordre de grandeur en dessous de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que les gaussiennes d'incertitude sur les aérosols sont beaucoup... La gaussienne est beaucoup plus aplatie que celle qui illustre la connaissance qu'on a du forçage relatif des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, voilà, on connaît leur forçage 3 watts par mètre carré avec une gaussienne très resserrée parce qu'on connaît bien, on maîtrise bien physiquement le mécanisme. Là où on connaît moins bien, c'est sur les aérosols. Et le résultat, c'est que l'incertitude qu'on a sur la composante globale, qui est ici, c'est le total, ça, l'incertitude qu'on a, elle vient plus de l'incertitude sur les aérosols, sur l'effet refroidissant, que l'incertitude qu'on a sur les gaz à effet de serre. Donc pour mieux connaître le climat, c'est pas là-dessus qu'il va falloir travailler, parce que ça, on le connaît assez bien, en termes de connaissances. Hein. C'est sur la connaissance de cette partie-là, qui est la partie en fait refroidissante, puisque plus on maîtrisera les incertitudes ici, plus on maîtrisera les incertitudes sur le total. Donc on arrive maintenant, on a compris ce qu'était le forçage relatif, on va voir l'impact sur la température. La différence entre les deux, c'est qu'une partie de l'énergie n'est pas absorbée par l'atmosphère. Donc là, vous avez le déséquilibre énergétique de la Terre depuis l'année 1970. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'énergie s'accumule sur Terre, elle part beaucoup dans les océans, profonds et de surface, voilà, la partie bleue, un petit peu dans la fonte des glaces, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire fondre la glace. Une partie, ça va dans le sol, sur les continents, donc ça chauffe le sol, puis ça va dessous, et puis voilà, c'est perdu. Et puis 1% seulement va dans l'atmosphère. Et donc c'est ça qui nous occasionne une différence de température qu'on retrouve ici, 0,8 degrés Celsius depuis le début du XXe siècle. Et ça va occasionner la montée des eaux qu'on va voir juste après. Une petite remarque sur la température, c'est qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle un hiatus, le warming hiatus. C'est une espèce de stagnation du climat depuis une quinzaine d'années. L'année 1998 était particulièrement chaude parce qu'il y a eu un El Niño très puissant. Depuis, ça stagne un petit peu. Donc 15 ans, ça reste dans la variabilité climatique habituelle. C'est-à-dire que là, vous avez un nuage de possibles et vous avez la température réelle. En fait, on est dans le bas de ce que le climat peut donner dans l'ensemble de ses possibles. C'est-à-dire qu'en incluant la variabilité climatique. Donc ce qu'il faut retenir sur ce hiatus, c'est qu'en fait, il est tout à fait compatible en ordre de grandeur avec la variabilité interne du climat. Donc c'est que s'il se prolongeait comme ça pendant 30 ans ou 40 ans, là on pourrait dire que tous les modèles sont faux, mais pour l'instant, on est dans un écart à la tendance qui est tout à fait compatible avec la variabilité interne du climat. Et bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, on est en train de voir le début d'un El Niño potentiellement assez puissant dans l'océan Pacifique. Et un El Niño va avoir comme effet de réchauffer l'atmosphère pendant un ou plusieurs années. Et donc on risque de pouvoir mettre un point sur la courbe de température un peu au-dessus des autres, malheureusement, cette année, l'année 2015. Voilà. Le problème, c'est que l'année 2015, on ne pourra pas mettre le point avant la fin de l'année, alors que la COP a lieu en décembre. Il aurait fallu la mettre en février pour avoir les derniers résultats. La conséquence de ça, c'est une augmentation du niveau de l'eau qui est de 19 cm, qui est due à la fois à la dilatation de l'eau, la fonte des glaciers, la fonte des calottes glaciaires et quelques petits autres éléments sur lesquels je ne m'attarde pas. Les projections sont entre 40 et 80 cm d'ici la fin du siècle.
Et je finis avec les précipitations. Ah ouais, donc je voulais parler des modèles, mais je vais être obligé d'être hyper vite. Ça, c'est la chaîne de conséquences que je vous avais décrite tout à l'heure. Vous avez compris qu'à chaque niveau, il y avait des incertitudes qui s'accumulaient. Là-haut, il y a les puits de carbone entre les émissions, les émissions et la concentration. Ensuite, il y a les aérosols qui viennent impacter le forçage radiatif. Là, la conséquence sur la température, elle dépend aussi de ce que l'océan absorbera comme énergie. Et puis ensuite, on met tout ça dans des modèles pour avoir l'impact sur le cycle de l'eau. Et les modèles, c'est des choses multidimensionnelles qui essayent de modéliser des choses chaotiques. Donc ça inclut des erreurs. Comme on accumule des erreurs entre le début et la fin de la chaîne, les scénarios initiaux, ils étaient prévus au tout début de la chaîne. C'est des scénarios sur le comportement de l'humanité sur un siècle. C'était compliqué de gérer cette accumulation d'erreurs et d'incertitudes au cours du processus. Et du coup, les scientifiques ont choisi de faire des scénarios qui ne soient pas au début de la chaîne, mais au milieu. On appelle ça les RCP, Representative Concentration Pathways. Donc la petite subtilité, c'est qu'il y a le mot concentration alors qu'ils sont exprimés en forçage radiatif, et que la concentration, c'est l'étape juste avant. Bon, je ne sais pas pourquoi cette incohérence, mais c'est comme ça. Et les scénarios RCP sont les suivants. Ils vont de 2,6 à 8,5. Le 2,6 est cohérent avec l'objectif des 2 degrés. C'est une décision politique, donc les scientifiques ont pris en compte cette décision politique de ne pas dépasser les 2 degrés et ont construit exprès une famille de scénarios compatibles avec l'objectif. Et puis le 8,5, c'est le scénario un peu fin du monde. Les conséquences des scénarios sont les suivantes. En termes de température, c'est par définition 2 degrés pour le premier scénario, et ça va jusqu'à presque 5 degrés pour le dernier. Suivant les graphes, on voit des choses qui sont autour de 4 ou de 4,8 comme celui-là, mais c'est dans ces eaux-là. Ça dépend un peu des marges d'erreur, comment c'est présenté. Et je finis sur les budgets auxquels on a droit. Donc voilà un graphe qui est dans le dernier rapport du GIEC, qui représente ici les émissions historiques. Donc vous avez un bloc ici qui est de cette taille-là. C'est ce qu'on a émis entre le début de l'histoire et l'année 2006. Et ensuite, c'est ce à quoi on a droit pour ne pas dépasser les différents budgets. Donc ça, c'est le scénario 2,6. Et vous voyez que la taille est la même. Donc là, vous vous dites, OK, on a utilisé la moitié du budget. Voilà, manque de peau. L'année de référence, c'est 2006. C'est marqué là. Voilà. Entre-temps, le temps a passé. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est à la moitié du budget. On est plutôt aux 2 tiers. Et ça se voit sur le graphe qui est ici, qui est également dans le rapport, dans lequel, le début de l'histoire, c'est ici. Entre-temps, on a gagné presque 1 degré. On a émis cette quantité de CO2. Le budget des 2 degrés, il est ici. Voilà, 2 degrés, un certain budget. Et vous voyez qu'on est plutôt plus près des 2 tiers que de la moitié. Et si en plus, je prends en considération qu'ici, on est sur des choses qui s'arrêtent quelque part entre 2000 et 2009, en fait, c'est une valeur qui est une valeur moyenne sur 2000-2009, ici. Si on se dit qu'entre-temps, le temps a passé, on est au moins là. Donc, visuellement, on commence déjà à voir que le rapport entre ce qu'on a déjà cramé et ce qu'on a le droit de cramer en tout est plus proche de 2 tiers que de la moitié. Et voilà le graphe officiel dans le rapport du GIEC. On a consommé 1900 gigatonnes de carbone. On a utilisé 1900 gigatonnes de CO2 depuis le début. Et il nous reste un droit à émettre de 1000 gigatonnes de CO2. Voilà. Donc voilà des chiffres faciles à retenir. 1900 d'un côté, 1000 de l'autre, donc à peu près 2 tiers. Et ça, c'est des chiffres pour l'année 2011. Entre-temps, on est en 2015 et on a fait quand même 35 milliards de tonnes de carbone entre-temps, de CO2 entre-temps chaque année. Voilà. Malgré tout, ce que nous disent les scénarios, c'est qu'on continue d'avoir le choix entre un monde à 2 degrés, en dessous de 2 degrés d'augmentation, et un monde à 4 degrés dans lequel ça commence à être très compliqué. Et donc tout espoir n'est pas perdu, et je vous remercie de votre attention.